Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric Tremblay. Ça a été un gros dimanche, élection municipale un peu partout au Québec. Les taux de participation n'étaient pas très impressionnants ici. Pour la ville de Saguenay, ça a tourné autour de 46 %. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait dans votre coin, Frédéric Bérard, pour le taux de participation, mais si on se fait à la moyenne provinciale, c'était plutôt bas. Et là, on étudie des possibilités, parce que là, on veut rehausser ce taux de participation. La ministre André Laforêt a mentionné peut-être l'idée d'instaurer un vote électronique dans un futur assez rapproché. Est-ce que c'est possible? Et deux, est-ce qu'on voit des avantages ou des inconvénients à instaurer un vote électronique? Un vote électronique, il y a quand même un certain danger à ça. Hein? On sait qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs éléments dans l'histoire de la démocratie occidentale où certains partis ont tenté de tricher. On se souvient, par exemple, de l'Union nationale de Maurice Duplessis qui faisait voter les morts. Est-ce que cette technologie-là serait suffisamment à point pour éviter ce genre d'écueil? Là, la question est posée. On a quand même un bon exemple actuellement avec le code QR là, qui se déroule relativement bien. Mais entre vous et moi, Frédéric, si jamais il y a un fraudeur, puis il y en a très certainement en matière de code QR, entrer par infraction, si je peux dire ça comme ça, dans un lieu du luxe, c'est une chose. Mais s'assurer qu'un parti politique puisse faire voter quelques centaines, quelques milliers de personnes supplémentaires, ça serait un autre problème. Donc, ça pour dire que, franchement, moi je suis à l'aise avec l'idée comme telle, mais il va falloir être très prudent à savoir comment ceci pourrait se déployer là, concrètement. Parce que je lisais un texte d'un chroniqueur ou d'une chroniqueuse qui mentionnait que actuellement, ce n'est pas l'accessibilité au vote qui est problématique, parce que on le voit, il y a des bureaux de vote partout, c'est assez bien organisé, donc c'est facile. Et on se dit, bon, est-ce que le fait de proposer un vote électronique, donc ça serait une plus grande accessibilité, mais est-ce que automatiquement les gens vont voter en plus grand nombre? Non, j'ai l'impression que oui, si on évite le volet de déplacement, quand bien même que celui-ci est relativement facile, j'ai l'impression que ça favoriserait l'augmentation du taux de participation. Mais ceci dit, vous avez parfaitement raison. Je pense pas que le simple fait d'y aller de manière électronique va solutionner l'ensemble de nos problèmes. Vous parliez des taux tout à l'heure. Vous avez dit 46, Saguenay, si je ne me trompe pas. Eh bien, on vous félicite parce qu'à Montréal, je crois qu'on est à 34, si je ne fais pas erreur, qui est à peu près la moyenne québécoise, actuellement un 35-40, ce qui est absolument familier. Donc, est-ce qu'on peut aller chercher davantage les électeurs, les électrices? Oui, peut-être que ça prendrait des campagnes plus inspirantes, peut-être que ça prendrait des politiciens un peu plus inspirants et peut-être que ça prendrait aussi, on en a parlé récemment, des cours de citoyenneté qui soient peut-être un petit peu plus, galvanisants en quelque sorte, pour expliquer l'importance peut-être de l'ensemble des votes. Ceci dit, dans le rayon des bonnes nouvelles aussi, vous avez raison, il y a de plus en plus de bureaux de vote dans les institutions scolaires, par exemple à l'université, ce qui est évidemment une excellente nouvelle. Mais vous voyez, d'un point de vue municipal, je ne crois pas qu'il y avait ces mêmes bureaux, comme c'est le cas, par exemple, aux élections québécoises. Donc, tout ça pour dire qu'on est capable, je crois, d'augmenter encore une fois la demande. Et il y a beaucoup plus il y a d'autres solutions que le vote électronique là, de tous les temps. Mais parmi les solutions, donc certains mentionnent que dans certains pays, le vote est obligatoire pour les élections. Est-ce que ce serait envisageable, possible, ici au Québec ou même au Canada? Il y en a un sacré paquet. Hein. J'ai fait une petite recherche là. Vous avez l'Australie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, et ainsi de suite. De toute évidence, ces pays-là considèrent qu'il est un devoir citoyen au sens très fort du terme, Frédéric, parce que pour la plupart de ce que j'ai vu, du moins, il y a des sanctions pénales, des amendes qui sont décernées à ceux et celles qui ne vont pas voter. Moi, je suis certain que ça fonctionne en partie, mais il y a quelque chose qui m'achale en quelque sorte de punir la violation d'un devoir citoyen. D'un point de vue moral, il me semble qu'il y a un truc qui accroche en quelque sorte. Mais bon, est-ce que ça prend ça pour peut-être galvaniser le taux de vote? Peut-être que oui. Et peut-être qu'on pourrait y réfléchir plus sérieusement, oui. Parce que est-ce qu'on sait que les taux de participation dans ces endroits où c'est obligatoire, je ne sais pas si dans vos recherches vous avez observé, est-ce qu'il y a eu un impact direct sur le taux de participation?
Ben, de ce que j'ai compris, oui. Maintenant, la question à savoir, c'est est-ce que, évidemment, il n'y a pas de taux de participation parfaite, il y aura toujours des récalcitrants. Ouais. Par exemple, en Belgique, j'ai de mémoire, là, c'est une amende de 60 à 80 euros, donc ni plus ni moins, je sais pas, 80, 100 dollars pour une première offense, entre guillemets. Ça peut aller jusqu'à 200 euros pour les récidivistes. Vous voyez, c'est le problème que j'ai là, d'associer droit criminel et droit de vote là, qui m'achale un peu. Mais donc, oui, il y a une augmentation du taux de participation, ça c'est évident. Ce qui ne fait pas en sorte, par contre, que tout ceci soit parfait. Évidemment, on n'est pas dans les 100% non plus. Il y a des taux de participation qui varient fortement, de toute évidence, d'un pays à l'autre, dépendamment aussi de la teneur de l'élection, c'est-à-dire est-ce qu'on est au municipal, est-ce qu'on est à l'échelle fédérale ou à d'autres niveaux, par exemple, en Suisse. Dernière question sur le taux de participation. C'est le rôle de qui de prendre ça en main? Parce que vous avez mentionné qu'on n'a peut-être pas des fois des politiciens inspirants, mais est-ce que c'est à un État de gérer ça pour tenter de stimuler davantage le vote? Il y a des campagnes parfois de publicité, de sensibilisation, mais comment on doit attaquer ce problème comme société? Ça, c'est la question qui coûte beaucoup plus cher que 100 euros, Frédéric. J'aurais de la difficulté à vous répondre avec une solution parfaite. Ce qu'on sait, par contre, c'est que les municipalités au Québec sont des créatures de la province, hein, comme on le dit dans le jargon, ce qui veut dire que l'idée devrait venir de Québec, minimalement. Québec a cette possibilité, d'un point de vue constitutionnel, d'agir à ce niveau-ci. Ottawa peut faire la même chose de son côté. Moi, j'ai l'impression, à titre personnel, vous avez compris de mon propos, que ça passe davantage par l'éducation que par la répression. Comment on intéresse les gens à la démocratie, ça, c'est, comme j'expliquais, la question qui coûte cher. Peut-être, par contre, qu'avec les résultats qu'on a obtenus il y a quelques jours à peine, avec ces femmes qui sont devenues mairesses de villes ultra méga importantes. Bon, on avait déjà Valérie Plante à Québec, mais pour les autres, il y a un mouvement jeunesse aussi, pas seulement des femmes, notamment à Laval. Je me dis peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose. Peut-être que pour la suite des choses, on pourra s'inspirer un peu davantage que ce qu'on a vu à l'époque, hein, où il y avait souvent une espèce d'impression d'être dans un boys club en quelque sorte, oui, mais aussi au-delà de la question du sexe, dans une espèce de, comment j'expliquerais, de piège en quelque sorte, où c'est toujours les mêmes vieux réflexes, c'est toujours l'espèce de cynisme dans le tapis. J'ai l'impression que la victoire de dimanche dernier pour plusieurs sont des victoires, ont des antidotes au cynisme, justement. Et peut-être que c'est moi qui n'ai pas assez cynique, on le verra bien, mais j'ai l'impression que c'est quand même créer quelque chose et ce serait bien de pouvoir continuer à surfer là-dessus, non seulement au municipal, mais aussi aux élections québécoises qui, on le sait, Frédéric, vont être sont au pied de la porte, là, c'est-à-dire dans à peu près 10 ou 11 mois. Donc, vous croyez qu'on va le ressentir, donc cet effet, cette arrivée de femmes dans des postes clés importants dans la dynamique politique, on va le ressentir au Québec dans les prochains mois, dans les prochaines années? Ben, je le souhaite. Et vous savez quoi, je veux pas tomber non plus dans la généralisation excessive. Hein. C'est pas parce que tu es une femme que tu es super politiquement, et c'est pas parce que tu es un homme que tu peux rien faire, évidemment, d'adéquat. C'est pas ce que je dis, ça va de soi. Mais regardez à travers la planète actuellement les pays qui tirent leur épingle du jeu. Vous avez la Norvège, vous avez la Finlande, vous avez la Nouvelle-Zélande, vous avez l'Islande, vous avez eu l'Allemagne de Merkel aussi. Pour les questions d'immigration, il y a une ouverture. Pour les questions de réchauffement climatique, on lutte contre ces mêmes réchauffements-là. Toute l'approche, par exemple, de la Nouvelle-Zélande sur les tueries de masse, et ainsi de suite, ce sont, évidemment, moi je suis à gauche, vous l'avez bien compris, mais ce sont des pays qui ont adopté des postures progressistes. Il y en avait déjà à l'époque, mais depuis que ces femmes-là sont au pouvoir, parce que oui, vous avez compris que je viens de vous nommer des pays où les femmes sont les dirigeantes par excellence, sauf maintenant l'Allemagne, ben, tous ces pays-là convergent dans une direction, ont adopté une posture qui me semble absolument la clé, notamment en matière de réchauffement. Oh, j'ai beau chercher à l'échelle planétaire, mais des hommes qui adoptent ces postures-là, il n'y en a pas. Donc, par définition, et là, on s'entend, c'est pas très scientifique ce que je vous raconte là, c'est plus empirique qu'autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas une approche féminine qui est peut-être un petit peu plus sensée, qui est peut-être un peu plus sensible à des enjeux qui, peut-être pour certains gars, pour certains dirigeants mâles, ben ces réflexes-là n'existent pas tout simplement. Donc là-dessus, et je le répète, c'est pas ultra méga scientifique comme présentation, ce que je suis en train de vous faire là, mais il y a quand même une tendance qui s'inscrit
suffit de regarder ailleurs. Mais quand on regarde justement ce qui se passe au Brésil, en Russie, ça donne un peu raison à cette théorie, Frédéric Bérard. Donc... En Chine aussi. Canada. Donc voilà, on peut faire la liste ensemble. Mais c'était fort intéressant, matière à réflexion. Frédéric Bérard, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bye bye, il est 7h.